Réunion pour les stagiaires BOE et ou en demande d'aménagement. Les différents acteurs présents à cette réunion, les acteurs en lien avec les aménagements en formation, INSP, Université de Lille, les acteurs en lien avec les aménagements du stage et du poste de travail, Rectorat DSDEN. Les objectifs de cette réunion, faire connaissance avec les différents acteurs susceptibles de vous accompagner. Comprendre comment vous pourrez être accompagné au mieux selon votre situation durant cette année de stage et répondre à vos questions. Les aménagements de votre formation. Procédure, envoyez un mail à Karine Thévenin, inspe-handicap@univ-lille.fr ou à Agnès Desbiens, agnes.desbiens@univ-lille.fr. Rendez-vous avec un médecin universitaire pour avis médical. Transmission des préconisations à la commission handicap de l'université qui statue sur les aménagements d'études. La notification est transmise au BVEH de l'université et signée par le président de l'université. Le BVEH informe l'INSPE et l'étudiant. Les équipes pluridisciplinaires, clés de réussite du maintien dans l'emploi. Les prestataires externes, experts de l'emploi et du handicap. Cap Emploi par exemple et prestataires spécialisés. Le réseau des personnes ressources sur le terrain. BVEH Université, médecine du travail, référent handicap, rectorat. L'importance de la coordination de ces réseaux par un interlocuteur unique au niveau de la DRH, le correspondant handicap, loi de transformation de la fonction publique. Éléments de contexte, taux d'emploi dans l'Académie de Lille, 2011, 1,51%, 2023, 4,56%, 2024, 5,11%. Recrutement, une vingtaine de recrutements par la voie réservée BOE. Le maintien dans l'emploi. Principaux types d'aménagement de poste. 1. L'aménagement organisationnel. Il s'agit d'un aménagement qui touche l'organisation du travail. 2. L'aménagement matériel. Il s'agit de l'achat de l'équipement matériel nécessaire au maintien dans l'emploi. 3. La prise en charge des frais de transport domicile-travail. 4. L'aménagement immatériel. Formation de reconversion professionnelle, préparation de concours, bilan de compétences. 5. L'assistance humaine. L'assistance est assurée par un accompagnant des personnels en situation de handicap APSH. Donc il faut savoir que ces 5 types d'aménagement de poste de travail nécessitent systématiquement que vous ayez une préconisation médicale du médecin du travail, du docteur Beltran. Sans préconisation médicale, il ne peut pas y avoir de mise en œuvre d'aménagement de poste de travail. Par contre, la RQTH n'est pas la seule entrée pour les aménagements de poste, puisque l'aménagement organisationnel ne nécessite pas forcément d'avoir une RQTH. Par contre, l'aménagement organisationnel nécessite toujours qu'il y ait une préconisation médicale du médecin du travail. Ça aussi, c'est une idée qu'on peut avoir, une idée reçue, comme quoi la RQTH, il faut une RQTH pour avoir un aménagement organisationnel. Non, il ne faut pas une RQTH. La RQTH, c'est une ouverture, c'est une voie d'entrée pour pouvoir bénéficier d'un aménagement d'organisation du travail, mais on peut avoir un aménagement d'organisation du travail sans pour autant avoir une RQTH. La RQTH, ça permet un financement, une prise en charge financière par le ministère et par le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique via une convention qui est signée qui est conclue au niveau national. Alors, je vais vous donner quelques informations utiles sur les personnes ressources qui peuvent vous aider, indépendamment des acteurs que vous avez à votre disposition à l'INSPE. Bon, d'abord, au rectorat, la médecine de prévention, qui est compétente sur l'expertise médicale, l'information, l'accompagnement des personnels et la coordination avec l'ensemble des services concernés. C'est le docteur Beltran, notre médecin du travail, qui est aidé par 3 infirmières de prévention en santé-travail, qui sont là pour l'aider et qui sont les premières personnes que vous pouvez avoir notamment au téléphone lorsque le docteur Beltran n'est pas forcément disponible, mais pour des situations urgentes, le docteur Beltran se tient évidemment à disposition des agents et peut bousculer son agenda, mais vous aurez plutôt, si vous appelez médecine de prévention, dans un premier temps, vous aurez plutôt une infirmière de prévention en santé-travail.
Ensuite, au niveau du rectorat, donc, de la direction des ressources humaines, je suis votre interlocuteur sur 3 missions principales. Le pilotage de la politique académique, ça ne vous concerne pas directement, l'accompagnement des agents et puis la mise en œuvre des formations et des sensibilisations handicap que nous faisons. Notamment, nous avons organisé il y a quelques temps à l'INSPE une journée d'études en 2023. C'est une journée qui permet justement de pouvoir sensibiliser au handicap un certain nombre d'acteurs et surtout mieux faire travailler ensemble et mieux coordonner les différents acteurs concernés par l'inclusion. Donc là, je vous ai mis mon numéro de téléphone et celui de mon secrétariat. N'hésitez pas à me contacter plutôt à l'adresse mail qu'au téléphone. Alors ensuite, au niveau de la division des prestations au personnel, je vous ai mis les coordonnées de la personne ressource qui s'occupe de la gestion financière, du suivi des aménagements de poste de travail. C'est monsieur Jonathan Tourné. Donc là, vous avez ses coordonnées téléphoniques et son adresse mail de contact. Là encore, n'hésitez pas à le contacter. Par contre, pour faire une demande d'aménagement de poste de travail, je crois que vous avez eu une adresse en ac-lille.fr, me semble-t-il, puisque c'est aussi une adresse qui vous est communiquée pour les stagiaires. Pour les demandes d'aménagement de poste de travail, ça passe par une application qui s'appelle Colibri dans Eduline, qui est l'intranet académique. Et ça veut dire que vous devez déposer votre demande dans Colibri. Là encore, je suis à votre disposition pour vous indiquer un peu le chemin pour arriver dans Colibri, de manière à ce que la demande soit effective, pour la bonne raison que M. Tourné ne pourra intervenir que s'il y a une préconition médicale du médecin du travail et que si la démarche a été faite dans Colibri. Dans Colibri, vous avez dans Eduline, vous avez un chemin d'accès via l'onglet application, ensuite enquête et pilotage, ensuite Colibri portail des démarches, et ensuite dans Colibri portail des démarches, vous avez un onglet RH, un onglet handicap, accompagnement, aménagement matériel et immatériel. Et c'est sur cet onglet-là qu'il faut cliquer pour pouvoir déposer sa demande d'aménagement de poste de travail. Alors si vraiment il y a des difficultés, évidemment, je reste à votre disposition. Le chemin est indiqué aussi dans la circulaire aménagement de poste de travail. Et n'hésitez pas aussi à contacter M. Tourné ou moi si vous voulez avoir le bon chemin, mais normalement c'est bon. Pour les aménagements matériels, il n'y a pas de date limite de dépôt de demande. Par contre, pour les aménagements organisationnels, l'assistance humaine, les demandes sont closes dans Colibri. Par contre, vous pouvez faire votre demande via un formulaire de demande de consultation médicale que vous retrouverez sur le site internet académique dans la rubrique médecine de prévention. Et là, vous devez indiquer la raison pour laquelle vous sollicitez le médecin du travail si vous avez besoin d'un aménagement organisationnel ou d'une assistance humaine. N'hésitez pas à le faire. On a, je crois, une ou deux personnes qui sont manifestées pour un accompagnement. Et donc, n'hésitez pas à faire ces demandes en dehors de l'aménagement matériel. Alors, je vous ai donné aussi les coordonnées du bureau de l'accompagnement des personnels et de la RH de proximité, ce bureau qui a été créé il y a quelques années, 5-6 ans, qui est placé auprès de la direction des ressources humaines, propose un accompagnement à l'élaboration du projet professionnel et un accompagnement de la carrière. Donc, il n'est pas rare que les conseillers ressources humaines de proximité accompagnent des enseignants. Donc, je vous ai donné les coordonnées du service avec le numéro de téléphone du secrétariat et l'adresse mail de contact du service. Il y a 5 conseillers ressources humaines de proximité par secteur géographique qui sont là pour accompagner les enseignants concernés. Je vous ai donné aussi les coordonnées du service social des personnels, puisque pour certains d'entre vous, vous aurez peut-être besoin d'accompagnement sur le plan social. Et donc, les assistantes sociales sont compétentes par secteur géographique, par bassin d'éducation. Elles sont là pour faire de l'expertise sociale, de l'accueil, de l'écoute, du soutien, de l'information, mais aussi de l'accompagnement, du suivi de projets professionnels et aussi l'accompagnement sur le plan social. Donc là, je vous ai donné les 2 coordonnées du service social départemental du Nord et du Pas-de-Calais. En téléphonant à ces 2 services, vous pourrez avoir ensuite les coordonnées des portables professionnels des assistantes sociales si vous le souhaitez et si vous avez un besoin à ce niveau-là. Alors ensuite, je vous ai donné 3 coordonnées de référents handicap de service, puisque je travaille aussi avec des personnes ressources dans chaque service de gestion, qui sont généralement des chefs de bureau qui s'occupent des gestions particulières ou du suivi carrière des personnels. Au rectorat, pour les enseignants du second degré public, les CPE, les psychologues de l'éducation nationale, c'est Madame Landman. Vous avez son numéro de téléphone ainsi que son adresse mail de contact. À la DSDN du Nord, la division des personnels d'enseignement public, vous avez également une référente handicap, qui est Mme Serre. Vous avez également ses coordonnées et son numéro de téléphone de contact. Et enfin, à la DSDN du Pas-de-Calais, vous avez également un référent handicap pour les enseignants qui sont affectés dans le premier degré public. Dans le Pas-de-Calais, c'est Monsieur Lemasson, et vous avez les coordonnées téléphoniques et adresse mail de contact.
Donc là encore, le diaporama, je pense, vous sera diffusé, donc vous aurez ensuite ces informations. Alors, quelques clés de réussite d'un maintien d'emploi. Moi, j'ai voulu mettre cette diapositive pour justement rappeler un peu les bonnes pratiques. Ce qui est important, c'est d'anticiper les situations. Donc, n'hésitez pas à parler à vos interlocuteurs qui sont les interlocuteurs de terrain de l'université de l'INSPE, parce que ce sont eux aussi qui peuvent remonter les difficultés à l'échelon rectoral, le cas échéant. Inversement, moi, il m'arrive aussi de remonter des difficultés lorsque je suis saisi par un inspecteur auprès de l'université ou de l'INSPE, de Agnès Desbiens ou de Karine Thévenin. Donc, anticiper les situations, c'est très important. Ensuite, évidemment, travailler ensemble. Organiser la procédure, ça veut dire travailler ensemble. Laisser le pluridisciplinaire de maintien d'emploi, c'est ça. Les regards croisés, les fameux regards croisés entre les différents acteurs, les acteurs médicaux, les acteurs sociaux, les acteurs pédagogiques. Je crois que tout à l'heure, vous avez eu une intervention des inspecteurs, vous avez eu aussi peut-être une intervention des acteurs sociaux, c'est possible, médicaux. C'est tous ces acteurs-là qui sont à vos dispositions pour trouver des solutions si jamais vous avez des difficultés liées à votre handicap ou votre état de santé. N'hésitez pas aussi à en parler. L'objectif, c'est de rendre l'agent acteur de sa démarche. Ce qui est important, mais ça, on ne peut pas l'imposer, et de toute façon, c'est à la liberté de chaque personne. On se rend compte quand même que ça fonctionne mieux lorsque le collectif de travail est informé. Alors évidemment, c'est avec l'accord de la personne concernée, parce qu'on ne peut rien imposer sans accord, et c'est normal. Mais lorsqu'on associe le collectif de travail, on se rend compte que l'intégration se passe beaucoup mieux, notamment pour certaines typologies de handicap, notamment sur du handicap invisible. Et parfois, il y a une réticence à parler de son handicap, de ses difficultés, mais si vous n'en parlez pas, parfois, il peut y avoir des difficultés parce que le collectif de travail peut ne pas comprendre votre situation. Et je pense qu'on a c'est toujours important de pouvoir parler, être dans une forme de transparence plutôt que de cacher les choses. Je pense que ça ne règle rien de cacher les choses. Il faut parler. Évidemment, il y a la manière de l'amener, mais ça me paraît important. Et enfin, s'appuyer sur des partenaires externes. Sachez pour votre information qu'au niveau de votre employeur, il est possible de vous faire accompagner par des structures externes dans le cadre de marchés entre le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et l'association, la GFI dans le secteur privé, notamment si vous avez besoin de services d'appui spécifiques ou d'études de poste qui sont mobilisés au niveau de médecine du travail ou au niveau du correspondant handicap, et notamment pour certaines problématiques qui touchent plus cette fois-ci le handicap invisible. C'est-à-dire le handicap invisible, c'est le handicap qui n'est pas visible évidemment comme son nom l'indique, mais le handicap dont on ne parle pas toujours, ou en tout cas pour lequel on a des difficultés pour en parler, c'est-à-dire le handicap psychique, le handicap cognitif, les troubles du spectre autistique, ou encore tous ces handicaps dont on a parfois du mal à parler ou à comprendre. Là aussi, il ne faut pas hésiter à en parler à la personne de confiance qui est le médecin du travail et qui est le correspondant handicap et qui peut faire le lien avec des personnes ressources qui pourront vous aider. Donc n'hésitez pas, parce que sur des situations individuelles, on a des belles réussites, et je me souviens d'une personne ça a été vraiment une très très belle réussite, et cette personne a brillamment été titularisée, mais on a aussi malheureusement des échecs parce que lorsqu'on n'est pas informé suffisamment tôt, on peut avoir des difficultés. Donc ça aussi, c'est important, et on peut proposer un accompagnement spécifique avec un référent, avec le conseil pédagogique, avec l'inspecteur, travailler ensemble pour vous faciliter la vie sur le plan de votre accompagnement. Donc enfin, voilà, je termine en disant que l'agent vous devez être pleinement volontaire et associé à chaque étape. On ne peut pas vous imposer un accompagnement, c'est vous qui le demandez ou pas. Et l'important, c'est de travailler sur les bons interlocuteurs. Vous en avez ici, et vous en avez ce matin, j'imagine aussi, et cet après-midi. Et c'est l'articulation de l'ensemble de ces dispositifs et de ces acteurs qui permettent votre réussite de parcours professionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long et trop, entre guillemets, dans la conceptualisation, mais plutôt dans la concrétude des choses. J'aime pas le terme non plus, mais en tout cas, je reste à votre disposition pour tout échange sur votre situation en dehors de ce moment, si vous préférez. Voilà. Merci à vous. Merci Michael pour tous ces éléments, toutes ces informations. Je pense qu'on peut prendre un temps de questionnement, de réponse à vos questions, à la fois des fonctionnaires stagiaires qui sont ici présents à l'INSP, mais aussi de ceux qui nous écoutent à distance. Peut-être, M. Buffard l'a évoqué, mais vous avez vu beaucoup de noms, de numéros de téléphone, de mails. Le diaporama sera mis à disposition dans chacun des cours Moodle que j'évoquais lundi, c'est-à-dire le cours Moodle pour les stagiaires second degré mi-temps, le cours Moodle pour les stagiaires temps plein second degré, le cours Moodle pour les stagiaires premier degré mi-temps, le cours Moodle pour les stagiaires premier degré temps plein. Et de même, notre collègue qui s'occupe de la technique me disait que l'enregistrement de cette réunion
sera aussi mis à disposition sur la chaîne YouTube de l'INSPE. Et je vous mettrai aussi le lien dans les 4 Moodle évoqués précédemment, de manière à ce que vous puissiez prendre connaissance peut-être après coup, réécouter ou retrouver dans le diaporama coélaboré avec M. Buffard la totalité des noms, des numéros de téléphone et des mails qui vous ont été présentés rapidement. Et sans oublier, bien sûr, les coordonnées de Karine. Est-ce qu'il y a des questions dans l'amphithéâtre? Bien. Par contre, il y a quelques questions à distance. Vous m'entendez là? Je pense que c'est mieux. En effet, il y a quelques questions au niveau du chat. Donc la première question, c'est bonjour. Donc si des aménagements sont mis en place au premier semestre, est-il nécessaire de refaire la démarche pour le second semestre? Alors ça, c'est plutôt. Non, la demande d'aménagement s'appliquera pendant l'année entière. Donc vous n'avez pas à le refaire au deuxième semestre. En tout cas pour la formation à l'INSPE. Alors, il y a une question qui me concerne, je crois. En remplissant le dossier d'inscription, je me suis figuré que l'aménagement concernait le fait que je sois en poste et en formation. Je n'ai besoin d'aucun aménagement. Alors, la plupart des personnes n'ont pas besoin d'aménagement. Donc, en effet, c'était une conférence sur l'accompagnement. On a parlé des aménagements. Ça concerne les services d'appui dont je vous ai parlé. Ce n'est pas de l'aménagement de poste, mais c'est aussi un service d'appui. Donc, ça ne concerne pas que les aménagements. Et je suis votre interlocuteur en direct et en privé si vous souhaitez échanger. Donc, est-il possible de passer d'un temps plein à un temps partiel au cours de l'année de stage si la santé se dégrade? Normalement, il y a la possibilité de mettre en place un temps partiel thérapeutique. Ça, c'est possible. C'est le cas pour les stagiaires comme pour les contractuels BOE. Dans ce cas-là, il faut se rapprocher de votre service de gestion, donc au rectorat pour les enseignants du second degré public, à la DSDEN pour les enseignants du premier degré, Nord ou Pas-de-Calais, et de se rapprocher notamment des référents handicap dont je vous ai donné les coordonnées dans le diaporama. Ça, c'est important. Donc ensuite, peut-être une question double sur si j'ai déjà rencontré le docteur Beltran en juillet dernier, dois-je tout de même rencontrer le médecin de l'université ou puis-je directement transférer son compte-rendu à Mme Thévenin? Alors ça, c'est plutôt une question pour Karine. Alors les comptes rendus, généralement, on les a pas, surtout sur le service administratif. Donc vous n'avez pas à me les envoyer directement, mais vous avez à le présenter au médecin universitaire qui s'appuiera sur votre dossier pour les aménagements de votre formation. Oui, ils doivent recontacter parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'INSPE ne sera pas votre interlocuteur pour faire la démarche réelle, en fait. C'est le BVEH qui s'en occupera et c'est le BVEH qui transfère ensuite l'aménagement. La décision de prendre les aménagements, c'est concordant entre l'INSPE et le BVEH, mais en tout cas, ce n'est pas nous directement qui faisons la démarche, qui vous accompagnent dans la démarche. Alors, il y a encore une question sur avons-nous un dossier à préparer à la fin de l'année? Alors, je ne sais pas, ça ne me concerne pas, je pense que c'est plutôt... Alors, s'il s'agit du dossier réflexif de développement professionnel, qui permet effectivement la délivrance du diplôme interuniversitaire entrée dans le métier pour les stagiaires mi-temps, premier, second degré CPE, oui, il y a un dossier à préparer à la fin de l'année. Il n'y avait pas de dossier pour les stagiaires temps plein, premier degré, second degré CPE. Donc en fait, je ne suis pas certaine d'avoir complètement répondu à la question si elle portait sur un autre objet que celui-là. Les collègues bénéficiaires de l'obligation d'emploi, oui, parce que le directeur de l'INSPE propose un avis qui repose à la fois sur l'assiduité et par ailleurs sur la note obtenue au dossier réflexif. Donc en fait, nous traitons de manière égale, inclusive, l'ensemble de nos étudiants de ce point de vue. D'autant que la date du dossier à rendre est déjà connue. Elle est fixée au 29 avril. Donc
votre tuteur parcours vous accompagnera de manière étroite en fonction des besoins, y compris spécifiques, qui sont les vôtres, de manière à ce que vous réussissiez ce dossier avec le moins de difficultés possible. Merci. Il y a une question sur les modalités pour la reprise d'ancienneté des services, notamment pour les contractuels BE. Alors, cette reprise d'ancienneté des services est possible à partir du moment où vous êtes titularisé, l'année de titularisation. À l'année de contrat BE, vous êtes au premier échelon et ensuite la reprise des services, l'ancienneté des services est effectuée l'année de votre titularisation, donc l'année qui suit, donc 1er septembre de l'année suivante. Voilà ce que je peux vous répondre. Il y avait une question sur... Alors ça, c'est plutôt Karine, me semble-t-il. Sur Moodle et obtenir un rendez-vous avec le BVEH. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez me contacter directement sur l'adresse INSPE Handicap. Je vais contacter mon référent, mon interlocutrice qui est au BVEH, parce que comme c'est pas nous qui gérons justement cet espace Moodle, mais je peux effectivement leur demander de vous indiquer toutes les démarches à suivre. Alors, effectivement, il faut prendre un rendez-vous sur le Moodle. Et normalement, dès qu'ils seront en contact avec vous, ils vous expliquent toutes les démarches qu'il faudra faire et comment s'y prendre. Donc, ils sont très réactifs là-dessus. Généralement, si vous rencontrez un problème, je peux aussi intercéder pour voir comment se passe l'avancement de votre demande. Mais là, il faudra absolument voir avec le BVEH directement pour ce genre de démarche. Encore une question sur la reconnaissance RQTH, puis-je faire reconnaître pour être titularisé, et si oui, quelle est la démarche? Alors la RQTH, ça ouvre droit à des dispositifs et des droits, mais vous êtes évalué sur l'aspect pédagogique. Ce n'est pas la RQTH qui va vous permettre d'être titularisé, c'est le travail que vous effectuez au niveau pédagogique. Alors je réponds, mais bon, ça me paraissait évident. Par contre, évidemment, on peut vous accompagner si vous avez des difficultés liées à votre typologie de handicap. On peut vous accompagner, on peut vous proposer un accompagnement spécifique en lien avec les médecins du travail, mais ensuite, vous avez un travail à mener vous-même, hein, indépendamment de votre situation de handicap. Alors ensuite, une question sur le suivi, le suivi de la demande d'aménagement de poste de travail qui a été faite sans doute en juin. Au niveau du siège assis debout, je vais rappeler l'attention du médecin de prévention. Il y a beaucoup de retard, mais je vais être attentif sur cette situation individuelle. Ensuite, une question sur les mesures d'aménagement de poste de travail qui sont mises en place cette année. Est-ce qu'elles sont continuées lors de la titularisation? Alors ça dépend. Si le médecin du travail va indiquer que cette mesure doit être renouvelée par tacite reconduction ou pas. Si ce n'était pas indiqué, il faut faire la demande tous les ans. Par contre, si c'est indiqué, vous n'avez pas à refaire la demande tous les ans. Pour du handicap, entre guillemets, avec une RQTH illimitée, généralement, les fiches de préconisation, lorsqu'il y a un besoin, sont plutôt reconduites par tacite reconduction de plus en plus. Alors une question doit indiquer aux élèves que nous, malades handicapés, si quelque chose venait se produire en classe pour qu'ils puissent agir ou prévenir un collègue, l'infirmière scolaire. Les seules personnes auxquelles vous pouvez parler de votre situation de handicap, normalement, c'est les personnes ressources. Hein. Vous n'êtes pas obligé de parler de votre situation de handicap, c'est une démarche volontaire, facultative. Par contre, moi, j'aurais tendance à vous répondre, si vous avez un besoin et que vous avez l'impression que vous êtes en situation difficile, de difficulté, il faut en parler aux acteurs ressources. N'hésitez pas à m'en parler, mais aussi à en parler à l'inspecteur qui sera là, qui sera à votre disposition aussi pour écouter ce que vous avez à lui dire et qui fera le lien avec le correspondant handicap que je suis. Donc ça, c'est important de ne pas rester seul. Hein, ça me paraît vraiment très important. Vous conseillez-nous de rencontrer d'abord les médecins avant de prévenir notre tuteur. Je ne suis pas BE, je viens seulement de faire une demande de RQTH. Ça dépend quel est votre besoin. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être BE pour demander un aménagement organisationnel. Ça dépend quelle est la nature de votre besoin, en sachant que malheureusement, les aménagements, notamment certains types d'aménagements, d'emploi du temps notamment, seront difficiles à mettre en œuvre à partir du moment où nous sommes en septembre et que les emplois du temps sont faits en juin. Mais pour les autres types d'aménagements organisationnels, ça peut être possible, ça dépend du type d'aménagement. Avons-nous des démarches à effectuer pour la mutation à l'issue de la titularisation? Alors normalement, ça dépend. Normalement, les contractuels BE, ceux qui se passent par la voie réservée, au contrat BE, ils ont une affectation qui est protégée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont nommés, soit ils restent dans l'établissement, soit ils sont nommés pas trop loin de l'établissement en fonction du vœu d'affectation,
Pour les stagiaires, c'est différent, hein, mais en tout cas, cette démarche, vous êtes protégé pendant l'année de stage, il faut le savoir, et pour les contractuels BE, pendant l'année de titularisation qui suit. Une question aussi sur une personne qui dit qu'elle a un problème donc, d'épilepsie. Là, je pense que c'est vraiment important d'en parler aux médecins du travail, de prendre rendez-vous avec le médecin du travail, sans doute aussi avec le médecin d'université, hein, sur cette partie-là, et puis de voir les possibilités d'accompagnement possibles. En fait, Augustine posait la question tout à l'heure de savoir si elle devait prévenir ses élèves qu'elle était épileptique, de manière à ce qu'ils puissent agir rapidement, à les prévenir, à les chercher. C'est un cas particulier, donc j'aurais tendance à répondre oui. C'est un cas particulier. Et c'est vraiment un cas particulier. S'il y a une crise, il faut absolument, en effet, que... Oui, c'est une démarche personnelle et volontaire, mais à mon avis, il faut en parler, tout à fait. D'abord à l'établissement, d'abord au chef d'établissement, avant d'en parler aux élèves, bien sûr. Chef d'établissement, CPE. Oui, puisqu'en fait, oui. Comment réagir si un membre du personnel ou un collègue remet en cause notre présence ou notre légitimité à enseigner en raison du handicap? Ça, c'est une discrimination au travail. Hein, donc, il y a évidemment un numéro vert, il y a évidemment le correspondant handicap que je suis et le médecin du travail qui sont à votre disposition. Il faut en parler, il faut écrire. Hein, c'est un comportement qui n'a pas sa place. Donc, il ne faut pas le taire, il faut le faire remonter. Si vraiment vous avez un sentiment, et d'abord à votre interlocuteur de proximité qui est votre chef d'établissement, ou ici à l'université, je pense, avant d'en parler aussi à mon niveau. Mais moi, je suis... voilà. Ne restez pas seul avec votre malaise, votre difficulté, si jamais vous êtes confronté à ce type de discrimination, parce qu'on n'a pas à remettre en cause votre présence en raison de votre situation de handicap, et ça arrive encore, malheureusement. Sur certains types de handicap, ça peut encore arriver malheureusement. D'autres questions peut-être dans l'amphithéâtre? Oui. C'est compliqué dans les établissements, mais n'hésitez pas à le faire pour l'année prochaine, l'année qui sera normalement l'année de votre titularisation. Voilà. Peut-être pour rebondir, évidemment, vous allez à nouveau devoir, en tant que fonctionnaire stagiaire, faire des demandes de mutation, comme voilà, pour devenir, enfin, pour avoir un poste en tant que titulaire. Donc, des demandes interacadémiques, y compris pour redemander l'Académie de Lille, hein, au mouvement inter. Mais les réponses au mouvement inter sont en général en février-mars. C'est voilà. Au printemps, en effet. Oui. Et ça veut dire que même si vous ne savez pas encore dans quel établissement précisément vous serez à la rentrée de septembre, parce que ça, c'est l'intra qui le définira, vous saurez néanmoins dans quelle académie vous serez. Ce qui veut dire que, voilà, je ne sais pas comment s'appelle le colibri d'une autre académie, alors, mais il doit y avoir son petit cousin. Pour répondre en toute franchise, l'Académie Lille est l'une des premières à avoir mis en place une application dématérialisée. Dans les autres académies, ça reste encore l'envoi de mail classique. Il n'y a pas forcément colibri partout. Donc il faut que vous vous rapprochiez dans ce cas-là du correspondant handicap de l'académie d'accueil dans laquelle vous exercerez. Le colibri, il n'est ouvert que dans l'Académie Lille, en ce qui concerne en tout cas les aménagements de poste dans l'Académie de Lille. Je crois qu'il y a d'autres académies qui ont mis en place des colibris, mais ça reste exceptionnel. Ce n'est pas le cas partout, pour répondre à votre question. En tout cas, ça vous permet d'avoir pour vous dans votre agenda une vigilance et voilà, c'est ça. À partir de mars 2026, parce que la circulaire, elle est faite généralement au mois de mars. Et l'aménagement organisationnel, il y a généralement 2 mois. L'assistance humaine un peu moins parce que il y a beaucoup de demandes d'assistance humaine et il y a une commission qui doit se réunir, donc le délai est plutôt d'1 mois. Par contre, pour tout ce qui est aménagement matériel, on ne met pas de limite, donc c'est ouvert toute l'année, si vous préférez, pour les demandes d'aménagement matériel, immatériel aussi. Et pour les frais de transport domicile-travail, la date limite, c'est le 4 juin. Cette année, c'était le 4 juin. Et le serveur ouvre fin mars, début avril, généralement. Pour tout ce qui est hors aménagement de poste de travail, notamment les services d'appui spécifiques, études de poste, c'est hors colibri. Et dans ce cas-là, ça peut être fait tout au long de l'année. Quant aux modalités de service, du temps partiel thérapeutique, là, il faut que vous vous rapprochiez de votre service de gestion au rectorat, le DSDEN. Mais normalement, c'est possible aussi en dehors d'une campagne. Hein. Ça ne marche pas par campagne, le temps partiel thérapeutique. Et c'est possible pour les stagiaires et les contractuels BE. D'autres questions dans l'amphithéâtre? Non?
Merci à vous en tout cas. Alors, s'il n'y a vraiment plus de questions, en tout cas, je pense que vous avez toutes les coordonnées, tous les éléments qui vous permettront de poursuivre vos éventuels échanges avec les interlocuteurs que vous avez pu identifier au cours de cette réunion, que ce soit côté INSP, côté rectorat. Et ça, c'était important, c'était vraiment l'objectif de cette réunion. Donc, nous vous remercions pour votre présence, pour votre écoute, donc nous vous souhaitons une bonne année, une belle année, à la fois dans vos établissements respectifs, mais aussi en formation à l'INSP. Je voudrais remercier les collègues ici présents qui ont accepté de participer à cette réunion et puis qui vous encouragent évidemment à continuer vos démarches éventuelles si vous en avez déjà engagé pour faciliter votre entrée dans le métier et votre année de fonctionnaire stagiaire. Donc, belle année à vous et belle rentrée surtout à venir. Merci. Au revoir. Une dernière question. Une dernière question. Est-ce qu'on peut être titularisé BOE sans avoir passé le concours par cette voie ? Oui, le recrutement sans concours, comme son nom l'indique, c'est un recrutement sans concours. Donc, en fait, on peut être titularisé par le biais du recrutement sans concours. La différence entre le contrat BE et le stage, c'est que pour les contractuels BE, ils passent systématiquement devant un jury de titularisation, ce qui n'est pas le cas pour les stagiaires. Donc c'est la seule différence. L'évaluation se fait à partir d'un rapport de l'inspecteur et du chef d'établissement, et aussi un avis de l'INSPE. Donc ça, c'est une obligation réglementaire qui fait que les contractuels BE doivent passer devant ce jury de titularisation. Et avec une possibilité, comme pour les stagiaires, soit de renouveler le contrat BE, soit de mettre fin au contrat BE. Ça arrive rarement, ça arrive de temps en temps, lorsque vraiment il y a une erreur de casting, ça arrive malheureusement. Mais voilà, c'est la seule différence avec le concours. Sinon, une fois que vous êtes titularisé, votre carrière va s'effectuer de la même manière que vous soyez issu du concours ou du contrat BE. Voilà. C'est important, effectivement, d'avoir ces éléments. Donc, effectivement, c'est un fonctionnaire stagiaire qui a eu le concours. Et donc, qui peut... voilà, très bien. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Et puis, écoutez, sans doute à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.